J'ai fait dans ma vie des rêves dont le souvenir ne m'a plus jamais quitté et qui ont changé mes idées. Ils se sont infiltrés en moi, comme le vent dans l'eau, et ont altéré la couleur de mon esprit. L'eau des hurlevents, Émilie Bonté. Bonjour à tous, dans notre premier épisode du podcast Inachevé. Marine, Vincent et Louis de retour pour discuter du premier sujet, le gothique. Alors, d'emblée, je sais qu'il faut que je vous fasse une sorte de mini-explication de ce qu'est le gothique, mais moi j'ai une question pour vous. En fait, si vous deviez me décrire le gothique en simplement 2 mots, et alors là c'est vraiment de but en blanc, j'aimerais juste 2 mots en fait qui représentent le gothique pour vous. Comme vous voulez, hein, enfin Louis, Vincent. Alors Vincent, je te laisse commencer. C'est pas piège, hein. Merci beaucoup, Louis. Pour l'acheter. Alors moi, je dirais réflexion sur la place de l'homme. Je pense que c'est une constituante principale du gothique. Et je parlerai aussi de narration fragmentée ou enchâssée ou rendue difficile en tout cas. Voilà. Alors moi, je vais peut-être être un peu moins intellectuel que Vincent. Mais voilà, c'est exactement. Vincent, c'était très pro. En tout cas, très c'était savant. vraiment très très sérieux. Moi, en fait, je vais vraiment descendre de plusieurs étages, je pense, en disant que pour moi, le gothique, c'est d'abord, peut-être faussement, mais on le verra après, des histoires d'amour, Mais voilà, c'est d'aventure, exactement ce dont je voulais et parler. aussi peut-être quelques passages secrets, des ruines. Voilà, j'attendais mon antiques, ruine. voilà. C'est super. Pourquoi cette question? Tout simplement parce que j'avais envie justement de voir à quel point vous pouviez vous tromper sur le sujet. Et Vincent n'est pas tombé dans l'eau. Et lui non plus en fait. Voilà, quand on parle du gothique, on a vraiment tendance à avoir des mots dans l'esprit qui nous viennent comme le mot ruine, passage secret, et plus faussement encore histoire d'amour. C'est quelque chose qui est hyper récurrent. Quand j'ai demandé à certaines connaissances de définir le gothique aussi, c'était une sorte de test avant le podcast. C'est toujours les mots qui revenaient et ça m'a un petit peu intriguée. Donc je voulais Pour ne pas voir, dire agacé. pour ne pas dire fortement agacée. Donc voilà, je voulais voir ce qu'il en était pour vous. Mais vous êtes raccord avec ma propre pensée sur le gothique, donc c'est parfait. Donc la première interrogation et le premier point de questionnement qu'on peut peut-être aborder, c'est simplement en quoi le gothique est une sorte de distorsion du réel et un peu questionner le mélange entre réalisme et tout ce qui est super naturel dans les œuvres des sœurs Brontë. Donc moi simplement je peux donner une sorte de première, pas de définition, mais une sorte de première hypothèse sur le rapport entre le gothisme et le réalisme. Tout ce que je dis de toute manière, toutes les œuvres qui seront abordées par la suite, vous les retrouverez en description, c'est ça? C'est ça, sur la page Instagram. Sur la page Instagram et dans le lien même sur les plateformes de diffusion. Donc là, la première autrice que j'aimerais convoquer, c'est Nancy Armstrong, parce que c'est elle qui a beaucoup dont les travaux ont été assez importants pour définir le gothique. Et elle dit quelque chose d'assez intéressant avec le réalisme. Elle dit que le gothique, c'est une sorte de distorsion des appréhensions du lecteur, mais aussi de l'auteur, et une sorte de distorsion de sa propre vie, en fait, de l'auteur qui se remet en question et qui remet le lecteur en question par le biais d'une sorte de réalisme complètement mystifié. Le gothique cherche à bouleverser un sécularisme de fin de siècle et à créer une sorte de faille dans la logique auteur-lecteur. En fait, on essaye constamment d'ouvrir des barrières, une sorte de voile entre les expériences sensibles du lecteur et de l'auteur, et surtout à montrer que l'expérience vécue par l'un n'est pas l'expérience vécue par l'autre. Et c'est une sorte de différenciation et de distanciation qui oppose le gothique au romantisme de façon générale. Ça, c'était le premier point. Je ne sais pas si vous voulez rebondir déjà dans un premier temps. Alors moi, ça m'amène juste à une question qui, je ne sais pas si elle est préliminaire ou si elle rentre déjà en plein dans ta réflexion. C'est dans quelle mesure le surnaturel est forcément fondamental dans le gothisme? Est-ce qu'il y a un gothisme sans surnaturel et dans lequel le réalisme mystifié tire sa source d'autre chose que le surnaturel?
Bah, je pense que c'est une super question parce que, en fait, il y a quelque chose d'assez bouleversant dans le gothique et c'est pour ça que c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. C'est parce qu'en fait, c'est un genre qui se moque de lui-même en permanence. Donc, en fait, il y a toujours une sorte de surnaturel qui envahit l'espace du gothisme. Mais en fait, c'est un surnaturel qui n'existe pas et qui existe très très rarement. Parce que, bon, on peut citer pas mal d'œuvres. Hein. Je sais pas si tu avais une œuvre en tête, mais par exemple, voilà, dans Léo des Hurlevents, qui est, bon, voilà, autant le dire tout de suite, qui est mon œuvre de choix, celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, mais Léo des Hurlevents, par exemple, on cherche tout le temps à essayer de montrer cette présence de l'occulte, qui en fait n'existe pas vraiment, qui n'existe jamais. C'est exactement la même chose dans Jenner, par exemple. La seule chose un petit peu mystique et surnaturelle, c'est finalement l'image de la femme de Bertha, mais voilà, la femme dans tout ce qu'elle représente, avec toutes ses pulsions, mais il n'y a rien de surnaturel dans ça. Donc je sais pas si Louis, tu veux rebondir aussi, puisque toi, Jenner, c'est pas non plus ta tasse de thé. Alors, non, je veux me défendre là-dessus. J'aime beaucoup les sœurs Brontë, hein, en tant d'angliciste, c'est toujours un petit peu compliqué de s'opposer à Jenner, qui est quand même un roman énorme, et surtout quand on parle du gothique. Non, moi je voulais juste rebondir sur la question, comme tu dis, de cette sécularisation de la mystique gothique. Moi, c'est un sujet qui me passionne aussi à côté, et j'aimerais savoir un peu ce que tu penses du traitement de la religion aussi dans les romans gothiques, parce que quand on parle de réalité, de surréalité dans le roman gothique, et de la même manière dont tu abordes le fait que par exemple il n'y a pas vraiment de surnaturel dans un roman gothique, mais plutôt une vision augmentée de la réalité, peut-être déformé ouais. Dans ce cas-là, eh bien, que penses-tu justement de ce terme-là, déformé? Est-ce que ça a des conséquences aussi sur par exemple le comportement des personnages? Comment est-ce que on peut du coup qualifier un roman gothique et comment le différencier en fait du romantisme, parce que moi ça me fait énormément penser au romantisme allemand par exemple, et j'aimerais un petit peu savoir ce que tu penses de ça. Bah, je crois qu'il y a déjà 2 points qu'il faut aborder dans ta question. Le premier, c'est la religion. C'est un point qui est extrêmement important dans le gothique, hein, parce que la religion, c'est indissociable tout simplement de ce genre-là. On part vraiment de la religion pour en faire quelque chose de complètement modifié, chamboulé, vers une sorte de mystique complètement... un petit peu à l'ouest parfois, si on peut parler comme ça. Pourquoi ? Enfin, tout simplement, si on peut donner une sorte d'ancrage un petit peu historique et culturel, parce que le gothique, c'est une sorte de rupture avec voilà, cette religion de fin de siècle où on se rend compte progressivement, notamment avec cette grande industrialisation qui a bouleversé l'Angleterre, que voilà, la religion ne peut plus tout expliquer et qu'il y a quelque chose d'un petit peu... voilà, qu'un petit peu... imperceptible dans la façon dont on vit au quotidien. La technologie, simplement l'industrialisation, montre bien que l'être humain peut transcender peut-être la religion. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit un tout petit peu au début avec les œuvres de Radcliffe, mais qui est exploré beaucoup plus en profondeur, il me semble, par la suite. Parce que voilà, il y a cette invasion soudaine d'une sorte d'irrationnel. Et c'est un mot assez important à mon avis. Quand je vous ai demandé un mot au début pour définir le gothique, je pense que le mot irrationnel aussi, c'est quelque chose qui convient très bien. Parce que voilà, on se rend compte à partir de maintenant que la raison humaine ne peut plus contrôler ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et que la religion aussi, voilà, la religion a ses failles, la religion a ses limites. Et donc du coup, on doit aller un peu plus loin dans la perception du matériel. Donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être un petit peu expliquer par la suite, c'est l'opposition entre le religieux et le matériel dans les œuvres gothiques. Mais donc oui, pour répondre à ta question, le religieux, c'est quelque chose qui est intrinsèquement fondamental, parce qu'on cherche complètement à le dépasser en permanence, voire même à créer peut-être une sorte de nouvelle religion. C'est souvent le cas. On essaie complètement de détruire cet équilibre entre les forces religieuses. Dieu n'est peut-être plus finalement celui au sommet de la pyramide. On va privilégier, on va privilégier d'autres personnages qui vont prendre un poids peut-être décisif, qui vont être déifiés par certains aspects. Du romantisme aussi. Romantisme, oui, mais romantisme, on cherche toujours finalement à créer une sorte de logique avec la nature. C'est une sorte d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie dans le gothique. Donc oui, certains personnages aussi dans le romantisme
sont sublimés, mais toujours en harmonie avec la nature. Là, les personnages qui prennent le pas sur la nature, ce sont des personnages qui sont horribles, qui sont sublimes en fait. Tu as des exemples, par exemple, de personnages un petit peu dans les romans gothiques qui t'ont marqué Question piège, tu le sais très bien. Non, mais on pense tous finalement, je vais pas répondre à ta place parce que je sais ce que tu vas dire, mais on a tous Byron en tête comme figure du romantisme, et j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce que tu penses aussi de la déformation, pour reprendre ce terme que j'aime beaucoup, de Byron en fait. Désolée encore de revenir aux Sœurs Bonté, mais les Sœurs Bonté qui ont lu énormément Byron, qui s'en sont inspirés tout au long de leurs œuvres. Il y a une claire référence dans Le Haut des Hurlevents à Byron, Heathcliff comme étant personnage byronien par excellence. Donc en fait, on se cherche, on se trouve aussi dans les romans gothiques et on se détruit en permanence. Et le personnage byronien est complètement porté à une sorte d'extrême et une sorte de violence un petit peu destructrice. Et voilà, en fait, les passions sont sublimées. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, et Vincent, peut-être tu peux rebondir sur ça. En fait, moi, c'est une vision. Il n'y a rien de philosophique dans ce que je vais dire, mais dans cette idée de transcendance, moi, c'est un terme que j'ai utilisé constamment dans mon mémoire, l'idée de transcendance dans le gothique. En faisant complètement fi de ce que ça pouvait dire nécessairement en philosophie, mais voilà, est-ce que si je te dis à un moment donné que dans le roman gothique, les personnages essayent finalement d'imposer leur propre vision des choses en transcendant peut-être une sorte de religion et en établissant la leur, ça te parle? Est-ce que tu peux peut-être rebondir? Ce qui est assez marrant, c'est qu'on parle souvent de transcendance via la religion avec une certaine transcendance divine, et que là ce que tu proposes de penser, c'est une transcendance qui est justement antithéologique, qui serait proprement humaine. Je trouve ça très intéressant. On peut parler aussi d'une espèce de transcendance, d'une condition qui est régie par ces valeurs judéo-chrétiennes. Donc oui, je pense que c'est un terme qui en effet a toute sa place dans ce genre de réflexion. Le spécialiste a parlé. Et il a raison. Il a raison. En tout cas, c'est beaucoup plus clair, parce que c'est vrai que j'utilise souvent à tort à travers des termes un peu philosophiques sans vraiment savoir ce que ça veut dire, mais simplement avec un usage un petit peu dévié. Oui, de toute manière, après, le roman gothique, c'est aussi une manière d'aborder un rapport esthétique qui était déjà présent. Moi, je vais toujours revenir au romantisme, donc je vais être un petit peu la voie contraire contre laquelle tu vas te buter constamment. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour on va dire, éclairer un petit peu ce que c'est que le gothisme et ce que nous, en fait, on appelle en France le roman noir. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait donner des petites références aux romans gothiques qui ont eu lieu en Angleterre, et peut-être leur spécificité, délimiter un mouvement aussi? Pour le gothisme? Oui. Alors, Vincent pourra nous parler beaucoup mieux du premier roman gothique, qui est... Vincent, vas-y, je t'en prie, le premier roman gothique. Alors, je suis absolument pas spécialiste, mais c'est vrai que je l'ai parcouru. C'est le château d'Otrante d'Horace Walpole, qui est un livre assez particulier, puisqu'il reprend un espèce de conte dont l'origine est assez trouble et dont l'auteur s'est accaparé la création et qui est un livre un petit peu spécial avec l'apparition de phénomènes surnaturels assez originaux, il faut le dire, qui est assez surprenant parce que c'est absolument pas un récit enchâssé. La narration est extrêmement claire et le surnaturel y figure de manière assez forte et présente. Je me demandais justement dans quelle mesure certains éléments de ce style naissant ont été abandonnés dès le début au profit d'autres propriétés stylistiques ou voilà, est-ce que Marine, ça te permet de rebondir ou pas Ouais, bien sûr. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce que tu as dit sur la narration, sur les récits enchâssés, etc. Quelque chose qui n'est pas nécessairement exploré au tout début. Et en fait, au fur et à mesure, on va voir que le gothique va se réapproprier le texte et va en fait le coudre et le recoudre, quelque chose qui n'est pas nécessairement exploré au tout début et qui va pourtant être une sorte de point d'appui de pas mal d'auteurs après. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence, le récit perdu, le récit retrouvé, le récit contesté aussi. Est-ce qu'on peut se fier au narrateur? Est-ce que le narrateur a une quelconque valeur? Est-ce qu'on croit au récit? Ce qui est quelque chose qui pose aussi question, parce que l'implication du narrateur est de toute manière quelque chose de pas nécessairement toujours évident dans chaque livre. Mais là, le gothique
vraiment juste sur ça, sur cette ambiguïté. Est-ce qu'on peut croire quelque chose qui est surnaturel? Est-ce qu'on peut croire quelque chose? Est-ce qu'on peut croire quelqu'un qui dit avoir vu des fantômes, par exemple, avoir exploré un château hanté? On se rend bien compte qu'en général, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, et peut-être qu'on pourrait y revenir, mais c'est ce que j'avais dit sur le gothique qui se tire une balle dans le pied en permanence, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui sont persuadés que quelque chose de mystique apparaît constamment dans le livre. Radcliffe fait ça en permanence. Voilà, Emily, par exemple, dans son plus fameux roman, le fait aussi à sa manière. On croit voir quelque chose qui en fait disparaît, et l'écriture aussi disparaît en permanence dans les Hauts des Hurlevents. Le manuscrit est perdu, le manuscrit est retrouvé, il est tout le temps réintégré en fait dans le livre, et en fait on se retrouve avec une sorte de je me souviens qu'on avait eu cette conversation avec Louis, on se trouve avec une sorte de palimpseste. On réécrit le texte, on l'efface, on le réécrit, et en fait quelle version prédomine, quelle version est la plus intéressante, ça pose question. Alors ça me fait simplement réagir sur Walpole, parce qu'en effet j'ai dit que la narration y était monolithique et bien loin de ces narrations éclatées, défractées, diffractées plutôt, qu'il y a pu avoir par la suite. Mais on a quand même ici la figure du géant qui en fait peine à être saisi dans sa totalité au cours du livre, et qui est toujours vu à travers des membres éparses dans le château, et finalement le géant devient un relais en fait de cette narration qui est un peu diffractée, puisqu'au final il est question ici de rassembler une certaine vérité, puisque c'est en fait le récit d'une légitimité de trône avec une prédiction et avec une vérité qu'il s'agit de faire éclater au cours du roman. Et donc si la narration elle n'assure pas ce rôle de quête à opérer par le lecteur, il y a au moins la figure du géant qui reprend un petit peu de manière symbolique cette déstructuration là. Donc voilà, c'est simplement sur ce point que je voulais... Écoute, je trouve ça super intéressant, parce que c'est quelque chose qui est vrai. Il y a une sorte d'éclat en général. On sépare les membres qui sont... Surtout dans Frankenstein, on essaye de recoller les membres, on les sépare. Le château de... Vraiment, désolée pour ça, mais je l'ai pas lu, donc je pourrais pas en parler, mais je crois que t'as vraiment... il y a quelque chose d'assez intéressant. Non, mais c'est vrai, dans ce que tu dis, dans la séparation en fait des parties, aussi bien du texte que du corps, et parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi dans le gothique, c'est que le corps l'emporte toujours sur l'esprit, l'emporte toujours sur le texte. Donc que les membres soient éparpillés, éclatés aussi, ça reflète un petit peu cette sorte de destruction peut-être interne et propre au gothique, et qui montre aussi, je pense, qu'il y a une sorte de monstruosité à laquelle on ne peut pas échapper. Monstruosité parce que on est face à des corps qui sont démembrés, on est face à des corps aussi qui sont complètement différents, auxquels on ne peut pas s'identifier, et là après c'est complètement dépassé maintenant, mais je veux dire, à l'époque quand on décrivait Heathcliff comme étant un vagabond un peu mat de peau, c'était aussi le corps comme anormal, et bien évidemment c'est pas quelque chose qui est d'actualité, mais je veux dire c'est comme ça qu'il était perçu à l'époque. L'anormalité du corps, l'anormalité de différentes personnes qui entrent dans l'espace symbolique de la maison et qui essayent aussi d'en partir, et qui ont des difficultés à s'en échapper, et qui laissent souvent une partie d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'aimais bien cette référence finalement aux membres qui éclatent, qui sont séparés. Comme les phrases, les phrases sont séparées tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas trop de continuité aussi dans le gothique. On se retrouve avec des épisodes complètement séparés parfois, des corridors de texte. On rentre par une porte, on sort par une phrase un petit peu différente. Je pense que toi, t'as pas mal de trucs à en dire, oui. Effectivement, moi j'aime beaucoup cette idée de... En fait, moi je vais toujours revenir à ce mot qui m'a frappé au début du podcast, dans l'épisode, c'est déformation. Parce que pour moi, c'est une déformation à la fois du texte, mais du corps, comme tu l'as dit, et moi je peux pas m'empêcher de penser au labyrinthe. Pour moi le gothique c'est tout ce que tu as dit, c'est-à-dire toute cette considération religieuse et matérielle, mais aussi liée à la mystique, mais c'est aussi un labyrinthe à la fois thématique, c'est-à-dire que dans Château-Lautron, que malheureusement je n'ai pas lu non plus, mais Vincent pourra peut-être en attester, dans Melmoth de Charles Maturin, dans Le Moine de Lewis, en fait tous ces romans aussi qui sont vraiment catégorisés
qui ont été codifiés comme des romans gothiques ou des romans noirs en France, contiennent un moment où un personnage va se perdre dans un couloir, dans n'importe quel lieu, que ce soit un château, des ruines. Et alors, au-delà du trope, ou même du cliché, du lieu commun qui a été repris maintes fois par énormément d'auteurs, même par Hugo, parce que Hugo, par exemple, Notre-Dame de Paris, c'est presque un plagiat, on va dire, du Moine, sans être un plagiat. Voilà, c'est deux thèmes très différents aussi, mais voilà, il y a quand même un ton commun. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est donc cette déformation et le fait qu'on se perde dans le texte. C'est-à-dire que dans Melmoth, par exemple, on se perd. Il y a des fragments, on ne se retrouve plus, on va d'un récit à l'autre. Et moi, je trouve que ça va vraiment bien avec cette idée de méfiance. Qu'est-ce qu'on considère comme de la fiction ? Ça, tu l'as déjà dit. Mais aussi la méfiance par rapport à une méfiance de lecteur, c'est-à-dire, par exemple, toujours dans Le Moine, par exemple, une méfiance par rapport au personnage, par rapport à est-ce que je suis capable d'encaisser aussi ça, parce que c'est quand même des récits qui sont violents. Ça, je veux absolument qu'on en reparle aussi. On en reparlera après, de toute façon, c'est quand même dans le même thème du corps. Et moi, toujours dans ce même thème, dans cette même veine du romantisme, si on devait opposer le romantisme au gothique, pour moi, de ce que j'ai lu, et de ce que Marine m'a fait lire aussi, le gothique, c'est vraiment le romantisme qui se méfie de lui-même, en fait. C'est le romantisme qui se prévient, en fait, et qui se dit, voilà une voie que tu peux emprunter, voilà l'extrême qui est en fait la logique extrême de ton principe, ne va pas dans cette voie. D'où le labyrinthe. Voilà, d'où le labyrinthe, mais aussi peut-être, à partir du moment où on dit ne va pas dans cette voie, on rentre dans une logique aussi morale. Peut-être que tu as des choses à me dire sur la morale dans le roman gothique. Est-ce qu'il y a des par exemple, une veine morale dans le gothique ? Est-ce qu'il y a des veines totalement amorales, c'est-à-dire comme Sade, c'est-à-dire on assume le côté sombre et on y va en fait. Ok. En fait, à chaque fois que tu apportes des éléments de réponse, tu apportes aussi pas mal de questions, Louis. Donc, il me semble que tu avais parlé du labyrinthe en tout premier. Ouais. Et le labyrinthe, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Et il se trouve que j'ai une citation hyper intéressante, je trouve, qui colle parfaitement bien à ton interrogation. C'est une citation qui est tirée d'un livre de Catherine Lannon, Wuthering Heights ou Le labyrinthe de l'obsession. Et voici la citation. Le livre gothique, c'est la mise en place des raids de claustration, c'est-à-dire une sorte d'isolation en permanence, que ce soit par les éléments, la chambre, le lit-cercueil, comme on retrouve dans Les Hauts des Hurlevents, ou simplement une essence sépulcrale du labyrinthe gothique. Ce sont donc des réseaux claustrophobiques mimés par un enchâssement des narrations et par une double temporalité du récit. Donc, qu'est-ce que nous dit cette citation ? On l'a vu, il y a une sorte de diffraction un petit peu de la narration, quelque chose de récurrent, on en a parlé, on l'a vu, mais il y a aussi une sorte de perte de soi-même, de perte des autres, une sorte de labyrinthe. On remarquera, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que dans le gothique, le labyrinthe, c'est un labyrinthe circulaire. On s'y perd, mais on retourne toujours au point de départ. Enfin, je veux dire, c'est une sorte d'escargot qu'on n'arrive jamais vraiment à en sortir. Encore une fois, Les Hauts des Hurlevents, je veux dire, ce labyrinthe, aussi bien textuel que temporel que physique, c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir. En fait, on est complètement happé. L'espace de la maison, c'est l'espace du labyrinthe par excellence. Je veux dire... Bon, alors là, c'est quand même un autre sujet, mais le gothique aussi, c'est l'espace de l'entrapment, c'est l'espace de l'enfermement constant, les portes, les cadenas, les verrous, on ferme les portes, on en ouvre d'autres. Merta, bien sûr. Et Heathcliff, c'est quand même celui qui nous rappelle à un moment donné, je suis le maître des clés, quelque chose qui est hyper important parce que c'est lui qui a toujours été chassé en permanence de tous les espaces, des espaces domestic household. Et donc du coup, il reprend possession en fait, il reprend une sorte de contrôle sur lui-même en défiant le labyrinthe, en devenant le maître du labyrinthe, en reprenant les clés et en enfermant d'autres personnages. Ça dit quelque chose aussi de la condition de la femme dans les livres gothiques, puisque la femme, c'est le personnage enfermé en permanence, et le personnage dont on se méfie et qui est plus en sécurité derrière les portes et qui en même temps crée une sorte d'angoisse profonde. Il y a tout le temps dans le gothique une sorte d'angoisse qui est derrière les portes. On essaye de les ouvrir, elles coincent, elles grincent. Il y a ce sort de mécanisme de peur enfui parce que le labyrinthe, on n'en échappe pas. Oui. Et même si on voulait... C'est pas un hasard que, par exemple, que le gothique ait offert deux veines, à la fois une veine masculine, entre guillemets, et une veine féminine. Parce que quand on pense aux moines et quand on pense à d'autres exemples
plus francophone aussi. Enfin voilà, il y a une veine masculine et une veine beaucoup plus féminine. Les Brontë ont écrit, enfin pratiquement que du gothique à ma connaissance. Peut-être qu'elles ont fait aussi d'autres écrits d'autres genres. Mais c'est intéressant de voir que quand même c'est un genre dans lequel la place de la femme est assez importante quand même. On a un nombre d'écrivaines qui est conséquent. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire là-dessus? J'ai parlé, mais c'est aussi une question d'économie des écrivains, on va dire. Mais pour moi, c'est notre veine, tu vois. C'est la veine du gothique féministe, c'est du féminin. Et féministe avec vraiment un petit F. Hein. On n'est pas dans des théories de réappropriation par la femme de certaines valeurs. C'est vraiment pas ça. Non, mais surtout, c'est vraiment pas ça. Il n'y a pas cette idée un petit peu de... Enfin, je veux dire, la femme, c'est le personnage qui pervertit, c'est vrai, mais elle fait peut-être plus que ça. Enfin, je veux dire, ce serait trop réducteur de la voir comme simple personnage enfermé. Et moi, il y a un terme, alors je me souviens plus de qui l'a utilisé, mais c'est le terme de woman plus inhabitation, qui veut dire en fait la femme coincée dans l'espace, la femme qui essaye de redéfinir l'espace. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, Frankenstein, pas de femme, jamais. La seule femme qu'il y a dans Frankenstein, c'est à un moment donné, vous savez, dans cette petite hutte là, donc le monstre qui essaye d'imaginer sa vie avec quelqu'un d'autre et qui demande à son créateur, qui lui dit clairement, moi j'arrêterai en fait de terroriser la population si je peux avoir une femme. Donc qu'est-ce que ça dit sur la femme? La femme comme entité, à un moment donné, de résolution, mais en même temps qui pose une sorte de conflit préalable parce que on essaye en permanence de la refouler, mais en même temps, soi-disant, c'est elle qui est la sorte, qui est l'élément de résolution. Dans la veine masculine, entre guillemets. Hein. Voilà. Et dans la veine féminine, en fait, on se rend compte simplement que la femme, c'est pareil. La femme, elle est quand même enfermée, mais elle redéfinit un petit peu les normes. Et moi, alors, encore une fois, Léo Hurlevent, mais c'est vraiment le livre qui met le plus, à mon avis, la femme au centre de la problématique gothique, parce que Catherine redéfinit complètement les normes du gothique. Catherine n'accepte pas ce qui se passe, elle n'accepte pas l'espace de la maison, alors que Angel in the House, c'est la femme complètement asservie au... Oui, c'est une expression anglaise, en gros, qui désigne, surtout sous la période victorienne, le modèle type de féminin. Hein. Ouais. La ménagère, en fait. La ménagère. La ménagère avant l'heure. Et Catherine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, moi, je veux absolument pas être enfermée dans l'espace de la maison. Et il y a une citation qui est incroyable où elle dit, moi, j'étouffe. Et c'est le premier personnage à dire j'étouffe avec cette sorte de claustrophobie qu'elle rejette en permanence. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'échappe. Et elle s'échappe ailleurs que vers une autre propriété, une autre maison. Ce qui est rare, elle s'échappe dans la nature. Et là, on rejoint un petit peu la veine romantique, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec ce que fait Catherine, c'est qu'elle regrette. Elle regrette de s'être échappée, et elle veut retourner au des Hurlevent, ce qui est très paradoxal. Et en fait, elle nous montre peut-être qu'il y a quelque chose il y a une sorte d'intermédiaire à trouver entre le rejet, de la monstruosité du gothique et en même temps du romantisme complet. Il y a une sorte d'intermédiaire entre l'espace de la maison, comme défini par les victoriens, et en même temps la nature définie par les romantiques. Et je trouve que Catherine, elle fait très bien cette passation. C'est le personnage féminin par excellence, et en même temps, qui a quelque chose de très très masculin dans sa façon de se comporter. Elle demande un fouet au tout début du récit, quand son frère demande un violon. Elle se réapproprie complètement en fait les valeurs et les stéréotypes de ce qu'on pourrait définir comme étant homme ou femme. Donc Vincent, je sais que tu as essayé aussi de feuilleter Léo Hurlevent. Je sais pas si tu as eu une réflexion à faire sur le personnage de Catherine. Pas plus que tu ne l'as dit toi-même. Non, j'avoue que même en l'ayant parcouru, je saurais pas quoi ajouter par rapport à ce que tu dis. J'avais simplement une petite question parce que je vous entends parler donc de la différence entre le romantisme et le gothisme depuis le début. Moi, j'ai été confronté une ou deux fois à l'expression de dark romantism, de romantisme noir ou romantisme sombre. J'aurais voulu savoir comment avec quelle typologie tu le traitais. Est-ce que c'est un palier? Est-ce que c'est une transition vers le gothisme? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, et est-ce qu'il y a déjà du gothisme dans ce romantisme? Alors,
Oui, c'est une super bonne question parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du romantisme noir. C'est quelque chose aussi maintenant qui est très à la mode. Hein. Je veux dire, quand on essaie de parler d'œuvres un petit peu, d'histoires d'amour un petit peu contrariées, un petit peu edgy, on va parler de romantisme noir. Et je crois que ça a été un peu dévoyé. Donc la question est super légitime dans le sens où oui, à mon avis, il y a une sorte de palier. Il y a une sorte de progression, ça c'est clair, hein, entre le romantisme et le gothisme. Parce que dans tous les cas, les deux sont une sorte de réaction contre la monotonie un petit peu des choses et contre les explications un peu conventionnelles qu'on peut avoir de notre quotidien. Donc c'est sûr que il y a une sorte de panier progressif, il y a une sorte d'évolution. Donc oui, on a le romantisme de base avec tout le locus amoenus, l'espèce de paradis perdu retrouvé dans la nature, les enfants comme figure du prophète, figure du poète, et en même temps après on a le gothisme avec cette idée toujours que la nature est peut-être source de joie, source de transcendance, mais en même temps en contestant aussi la vision très romantique du monde un petit peu idyllique, idéaliste, qui n'a pas vraiment sa place dans les œuvres gothiques. Je veux dire, par exemple, les Sœurs Brontë, elles rejettent en permanence toute forme de romantisme, parce que l'irrationnel pour elles n'est pas le fruit d'une sorte d'imagination comme on peut le retrouver dans la poésie romantique, mais c'est simplement le fruit du quotidien, quoi. Donc à mon avis, oui, il y a une sorte de palier, et le romantisme noir, c'est ce palier vers le sublime. Et moi, du coup, ça peut peut-être nous faire rebondir sur le sublime, qui est un terme que j'adore, que j'affectionne particulièrement quand on parle du romantisme, parce que le sublime, la définition telle que Burke en a donné, Burke, c'est ce mélange entre la laideur et la beauté. C'est cette confrontation des deux, et la beauté complètement romantique, de la nature comme idéalisée, et en même temps cette laideur des membres, comme on a dit, qui sont éparpillés, des personnages qui sont monstrueux, qui sont source de rejet, qui sont source d'horreur, de méfiance. Moi, ça me fait penser aussi je te coupe juste 30 secondes, parce que ça me fait aussi beaucoup penser à ce que Vincent disait sur le château de Trente, par exemple. C'est cette figure du géant dont on n'arrive pas à voir les différentes parties. Ça me rappelle un petit peu la fable indienne des 4 sages qui essayent de découvrir la forme d'un éléphant. Il y en a un qui touche la trompe et qui dit en fait c'est un serpent. Alors là, ils sont aveugles, donc ils n'ont pas toutes la même perspective. Il faut assez rajouter ça à l'histoire. Et en fait, en combinant leurs perspectives, ils arrivent à trouver la réalité, c'est-à-dire c'est un éléphant. Et moi, ça me fait penser un petit peu à ça aussi, la figure du géant. Et quand tu parles du sublime aussi, c'est peut-être un truc que j'aimerais rajouter. C'est est-ce que tu penses que, par exemple, dans le roman gothique, peu importe la période, c'est-à-dire période romantique ou période plutôt fin 19e, est-ce que tu penses qu'il y a aussi une sorte de peur face à la nature, peur qu'on constate par exemple chez Frankenstein ou chez même d'autres romans beaucoup plus tardifs, inscrits dans une période beaucoup plus scientiste, c'est-à-dire peut-être que cette peur de la nature romantique a évolué de manière à être corrompue en fait, dans des romans beaucoup plus tardifs. Moi je pense plutôt à Dracula ou d'autres exemples comme Le Tour d'écrou de James. Moi j'aimerais vraiment que tu me dises un petit peu ce que tu penses de cette évolution de la conception de la nature, parce qu'on est passé quand même d'un âge très romantique à un âge totalement dénué d'illusions, dénué d'imagination, et la science a beaucoup à voir avec cela. Complètement. La science, c'est ce qui tue le gothisme et qui le ramène à la vie, de la même manière que le monstre dans Frankenstein est tué par la science et ramené à la vie par la science. C'est quelque chose d'hyper intéressant, parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à oublier avec le gothisme, c'est que, et je pense que c'est pour ça que ce que disait Vincent était hyper intéressant, c'est que le gothisme, c'est surtout la transition. La transition entre deux mondes, entre deux univers. La transition entre un univers très religieux, où on faisait vraiment confiance en la religion, Dieu, et tout ce que ça pouvait représenter dans la vie de tous les jours, parce que les Victoriens, c'est pas nouveau, mais c'était... et d'un coup... Plutôt coincé, mais au-delà de ça... Et par certains aspects, non. Voilà. Mais voilà, et donc l'univers sacré, et en même temps... un autre univers, un univers de transition où en fait on se rend compte que l'être humain ne peut plus vraiment trop contrôler le monde matériel, et donc il va créer par simplement réaction en fait vis-à-vis de ce manque de contrôle, il va créer une sorte de logique intériorisée, une sorte de science pour justifier ce qui ne va pas. Et à mon sens, la science c'est ce qui va tuer les personnages dans le gothisme.
en fait, c'est simplement les personnages qui sont les moins crédibles, qui sont les scientifiques. Parce qu'ils cherchent à prouver quelque chose, ils cherchent à démontrer quelque chose, à rationaliser un monde qui en fait n'est pas rationalisable. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, oui, il y a des choses qui sont pas explicables, et je pense que le gothique, mais c'est une sorte de tropisme de l'irrationnel, une sorte de tropisme de ce qu'on peut pas dire. Et voilà, du coup, les scientifiques, ce sont ceux qui, à chaque fois, s'opposent de façon un peu trop drastique aux manifestations un petit peu surnaturelles. Je veux dire, en permanence, dans l'œuvre gothique, on a le croyant et le non-croyant. Et le croyant est complètement... Voilà, c'est un personnage dérisoire, je veux dire, on le croit pas parce qu'on s'en moque. Le non-croyant est celui qui est trop scientifique. Il n'a pas vraiment beaucoup de poids dans les romans gothiques. C'est celui qui est trop sérieux pour un monde imparfait. Et donc en fait, il y a encore une fois cet entre-deux. Et peut-être pour rebondir sur ce dernier sujet qui est la science un petit peu pour définir le gothique, ou plutôt le définir à contre-courant. Moi, j'aimerais juste aborder quelques auteurs contemporains, enfin pas contemporains, pardon, disons plutôt des classiques modernes qui sont énormément lus aujourd'hui. Par exemple, moi, quand on me dit gothique, je pense évidemment à Frankenstein, à Dracula, mais il y a aussi une veine scientifique que je retrouve beaucoup plus dans des romans comme ceux de Lovecraft, par exemple, parce que Lovecraft, comme tu le dis, c'est un représentant du gothique qui est en fait totalement contre la science. L'ouverture, par exemple, des montagnes hallucinées de Lovecraft, c'est un scientifique qui avoue qu'il ne pourra pas tout savoir et qu'il va quand même aller droit dans le mur, c'est-à-dire qu'il va aller visiter l'Antarctique et puis il va voir ce qu'il trouve, et voilà. Je ne vais pas raconter la suite parce que c'est quand même là tout l'essentiel du récit. Mais Vincent, tu as aussi un grand lecteur de Lovecraft parce que c'est quand même un auteur horrifique, et j'aimerais un petit peu savoir, par exemple, ce que Vincent pense de cette perspective scientifique. Alors, ce qui est intéressant chez Lovecraft, c'est qu'il est quand même pétri de contradictions. Lui-même était quand même un énorme amateur de science. Il était passionné d'entomologie et aussi d'astronomie, et il allait puiser dans l'infiniment petit, donc chez les insectes, et dans l'infiniment grand. C'est ce qui a donné aussi cette horreur cosmique, pour recréer un changement d'échelle qui est pour lui un changement de paradigme, et donc paradoxalement, c'est aussi là qu'il va puiser son surnaturel et sa substantialité horrifique. C'est dans ce que la science lui permet d'imaginer comme altérité radicale, voilà. Oui, mais pour ceux qui seraient perdus, par exemple, Lovecraft n'est pas du tout si différent que ça du gothique, parce que quand on voit ce que Lovecraft fait des sites du gothique, c'est-à-dire des vieilles maisons, des énormes des mansions en Amérique du Nord, c'est-à-dire en fait les manoirs, les châteaux aussi, en fait il les reprend totalement à son compte. Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que le gothique a évolué, qu'il est parti de thèmes très classiques, c'est-à-dire les thèmes des ruines antiques, la perspective scientifique. Et ça, je trouve que c'est par exemple une question qui peut nous mener aussi à ce que pourrait être le gothique aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer un gothique aujourd'hui dans notre époque. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, d'une manière un petit peu, au-delà de l'architecture, au-delà des considérations littéraires. Voilà. C'est intéressant, l'évolution du gothique. Je veux dire, avant peut-être de parler d'aujourd'hui par ordre de progression, je veux dire, effectivement, comme tu l'as dit, le gothique américain, c'est quelque chose qui n'est pas assez, à mon avis, exploré. C'est quelque chose qui est super intéressant parce que, en fait, on se rend compte que le gothique, ça peut prendre place dans n'importe quel espace. Il y a une sorte de réappropriation des lieux. Moi, ça me faisait penser, par exemple, aux aventures de Pym de Poe. Poe qui est... bien sûr, un amateur du gothique, gothisme, qui s'est réapproprié complètement la veine gothique pour en faire quelque chose de complètement... une sorte d'espace un petit peu, non seulement claustrophobe, mais en même temps qui mange les personnages. Quelque chose qui tombe sur les personnages et qui les enlise en permanence. Mais aussi... et ça c'est un petit peu novateur, la nature qui mange les personnages, alors que jusqu'alors la nature c'était un petit peu le paradis des protagonistes. D'un coup on se retrouve happé par une sorte de nature inconnue. C'est ce qui se passe à la fin des aventures de Pym, donc je vais pas le révéler, mais encore une fois on a la figure du géant
qui mange l'espace et qui montre bien qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ça va de pair avec, bien sûr, la découverte de régions inconnues. Hein, oui, donc, et d'ailleurs, Pym a beaucoup inspiré Lovecraft, parce que Lovecraft, en fait, cite, au début des Montagnes hallucinées, il cite le bruit des mouettes dans Arthur Gordon Pym. Donc voilà, on voit qu'il y a une filiation aussi américaine, mais surtout gothique, en fait. Hein. Donc voilà, ça c'était Poe. On a eu quoi? Bon, alors Louis ne veut pas... Voilà, Louise May Alcott. C'était pas grave, je le pose là. En fait, parce qu'on considère qu'elle a écrit Les 4 filles du Docteur Marsh, que je n'ai pas lu, et que je lirai peut-être un jour, mais je savais pas du tout qu'elle avait écrit un roman en gothique aussi, cette bonne Jane Alcott. Elle a écrit des espèces de nouvelles qui sont très très peu connues, qui sont des nouvelles gothiques. Extraordinaire parce que justement elle essaye de les mettre à l'heure d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui c'est plus notre époque, mais je veux dire elle essaie de les mettre de les rendre un petit peu intelligibles à son époque, et elle a complètement elle s'est inspirée de Jane Eyre par exemple. Elle en a fait quelque chose d'assez extraordinaire dans Le Portrait d'un masque, qui est une nouvelle qui est très peu lue, et en fait on se rend bien compte qu'il y a une sorte de théâtralité des personnages qui justifie un petit peu cette incapacité de transcender sa classe sociale. C'est quelque chose qui est exploré par les Victoriens, mais qui est complètement novateur, à mon avis, pour l'espace domestique américain, tel que défini par Alcott. Donc, on n'est pas encore dans ce que tu décrivais comme gothisme contemporain, mais on s'approche vers une sorte de gothisme qui cherche à comprendre, en fait, simplement l'espace, l'espace usuel, l'espace quotidien. Dans Alcott, on comprend bien en fait que c'est la position de gouvernante du personnage principal qui remet en question toute la logique du texte, parce que c'est un personnage liminal. Par liminal, c'est un terme anglais, mais je veux dire... Non, mais j'adore ce terme, on pourra revenir après dessus. Non, mais continue. Mais comme c'est un personnage liminal, c'est-à-dire entre deux espaces, elle essaye de s'immiscer un petit peu partout et de franchir une sorte de classe sociale qui n'est pas la sienne, et ça dit quelque chose de l'Amérique à l'époque d'Alcott. Donc ça, c'est une sorte de romantisme, de gothisme un petit peu plus contemporain. Après, moi je trouve qu'on tend aussi à faire une sorte d'amalgame entre l'horreur et le gothique. Et Vincent, tu pourras nous en dire plus, parce que je pense que l'horreur revisite beaucoup des aspects du gothique, mais en fait, pour moi, c'est plus du tout le même genre. Enfin, je veux dire, là où le gothique essaye de montrer les ambivalences qu'on peut rencontrer dans son quotidien, ce qu'on n'explique pas, ce qu'on justifie pas, l'horreur peut-être met trop l'accent dessus. C'est quelque chose qui s'autodétruit dans le gothique. Et puis ce qui peut paraître aussi un petit peu compliqué, c'est que le gothique maintenant est devenu une esthétique qui est quasiment complètement cernée en fait. Ce serait compliqué aujourd'hui de faire du gothique sans que ce soit du pastiche, ou sans que ce soit une forme d'ironisation d'un genre qui ne peut plus vraiment se faire au premier degré aujourd'hui. Donc je pense en effet que s'il y a toujours eu de l'inspiration du gothique aujourd'hui, c'est pas un genre qu'on retrouve en substance dans les tentatives d'horreur en littérature. Je pense qu'en effet c'est deux choses qu'il faut distinguer. Et alors du coup moi c'est juste pour rebondir une dernière fois sur le gothique contemporain. C'est un petit peu mon obsession, désolé, mais quand tu disais par exemple liminal, qui est un terme anglais et français aussi, et en fait ça désigne une espèce d'espace entre deux. Moi c'est vrai que c'est plus anglais que français, mais quand on dit par exemple liminal space, moi je pense toujours, mes références vont être vraiment bien plus triviales que le roman gothique, mais il y a une espèce de mode en ce moment qui s'est créée sur internet du liminal space, de l'horreur liminale. Alors je sais que c'est pas du tout lié directement à l'esthétique, enfin plutôt si, je pense que c'est plus lié à l'esthétique gothique qu'au genre gothique. Et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut reprendre ce parce qu'on a énormément parlé des labyrinthes, on a énormément parlé de se perdre, de perdre ses références, et aussi de perdre son cadre fictionnel ou réel. Et moi je trouve que cette mode du vide, quand vous voyez les images, les jeux vidéo par exemple sur YouTube, des liminal space, c'est des piscines qui sont vides, des entrepôts qui sont vides. Pour moi, je trouve que ça fait un écho énorme aux ruines de la fin du 18e. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment un renouveau du gothique. Je sais pas si on pourrait appeler ça un gothique contemporain,
Vincent, peut-être que tu as quelque chose à... Non, mais enfin, moi, ça me fait penser au backroom et tout, c'est ce qu'on Oui, entend énormément, voilà, voilà, sur le liminal space. Après, je trouve que cette idée de se perdre, elle s'est très substantialisée. C'est-à-dire qu'on a quand même perdu toute cette idée d'une ambivalence, d'une ambiguïté, d'une équivocité, qui était quand même extrêmement fondamentale dans le gothique et qui maintenant est devenue extrêmement visuelle, est devenue extrêmement matérielle, mais qui s'est perdu quand même en nuances sur le plan symbolique. Je pense que c'est quelque chose qui dans l'horreur contemporain ne fait plus vraiment état de fait. Et est-ce qu'on peut attribuer cette nuance à un manque de religion, un manque de spiritualité Moi, du coup, je suis assez en désaccord avec ça. C'est une question hyper intéressante parce que oui, on voit qu'il y a une sorte de transformation des espaces. Moi, ce qui me frappe dans le gothique, c'est que on se perd sans savoir qu'on se perd. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant en fait, c'est que on fonce complètement tête baissée vers la prochaine porte sans jamais savoir qu'on est perdu. Il n'y a à aucun moment un signal qui dit au personnage rebrousse chemin, tu ne sais pas. On va toujours de l'avant. Jenner, c'est le personnage type. Bon, après, ça va avec l'idée du Bildungsroman, mais je veux dire, c'est le personnage type du personnage qui va de lieu en lieu et qui essaye de retrouver son chemin. Mais pas parce qu'elle sent qu'elle est perdue, parce qu'elle sent qu'elle peut, voilà, simplement aspirer à mieux. Les personnages gothiques sont toujours perdus, on l'a vu dans le labyrinthe, mais il n'y a pas de sortie de ce labyrinthe, mais on ne se rend jamais compte que le labyrinthe est présent. Je veux dire, Vincent l'a dit assez bien, hein, mais il n'y a pas de matérialité en fait de cet abandon et de cette disparition de sens et de valeur. C'est quelque chose dont le lecteur se rend compte parce qu'il fait un constat en fait en se disant ah oui, ce personnage-là, en fait, voilà, le personnage d'Heathcliff, il est complètement à contre-courant, hein, je veux dire, il est perdu dans l'espace du texte, il est perdu dans l'espace de la narration, il est perdu dans l'espace de la maison, dans l'espace que représente l'Angleterre aussi, hein. Après là ça fait écho avec ce que Spivak disait, mais moi ce que je trouve hyper intéressant, voilà, c'est que le gothique c'est un espace c'est une sorte de labyrinthe qui s'ignore, voilà, il y a une sorte d'ignorance hyper importante dans le gothique, et ça va avec ton idée aussi, ta question sur la religion, parce que la religion est si importante, on pourrait pas avoir l'idée d'être sans repère. Je veux dire, certes, la religion, voilà, c'est quelque chose qui a plus toute l'importance que ça avait avant, mais attention, enfin, je veux dire, elle existe quand même. Les sœurs Brontë ont été élevées leur père était un prêtre, hein, je veux dire, il y a quand même une sorte de spiritualité qui est déformée, certes, mais qui est omniprésente. Je veux dire, on peut pas se perdre complètement dans l'espace du gothique parce qu'on croit encore à certains repères. Eh bien, je pense que ça constitue des mots de conclusion assez intéressant. Merci Marine d'avoir guidé et animé cette réflexion que tu as superbement bien préparée. Merci à Louis aussi d'avoir réagi avec autant de pertinence. Et je pense que ça signe la fin de notre premier podcast. Avant que vous ayez quelque chose à ajouter. Épisode prometteur. Non mais moi ça m'a fait hyper plaisir d'en parler parce que je suis très très passionnée par ça et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'écouter ce que vous avez à dire, voilà, sur les prochains épisodes, parce que c'est toujours des sujets qui nous émeuvent un peu aussi, hein, par certains aspects. Donc, Et n'hésitez pas à lire les livres dans la description. Oui, pour comprendre mieux, parce qu'il y a des livres, et on peut même peut-être mettre certains essais, par exemple. Je veux dire, moi, par exemple, les espaces hôtes de Foucault, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aiguillé, hein, sur la réflexion des espaces, justement, dans le gothique, avec l'hétérotopie. Enfin, voilà, ce sera d'autres sujets, ouais. Mais c'est donc aussi des aspects importants. Très bien, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour notre podcast Inachevé. Inachevé, bien sûr.